Fousseni Alidou, 24 ans, et Blaise Kofi Wake, 21 ans, respectivement apprentis élèves en classe de première, ont écopé chacun de 6 mois de prison avec sursis. C'est ce qu'a décidé la justice togolaise ce 29 mai. En effet, ces deux jeunes ont été arrêtés le 15 mai dernier suite à la publication d'une vidéo sur le réseau social TikTok. Dans cette vidéo, les nommés Fousseni Alidou et Blaise Kofi Wake se sont prononcés sur la nouvelle constitution de la 5e République togolaise. Au sens de leurs propos, les deux jeunes trouvaient leur avenir hypothéqué suite à l'adoption de cette constitution. Au procès, ces deux jeunes ont été condamnés pour outrage aux autorités publiques. Pour la justice, ils sont accusés d'avoir dit, je cite, que le chef de l'État se croit plus intelligent que les Togolais. Alors que l'Afrique subsaharienne est confrontée à une crise multidimensionnelle, notamment sécuritaire, humanitaire et climatique qui ne cesse de s'aggraver, des groupes armés non étatiques continuent de perpétrer des attaques à grande échelle contre des cibles civiles et militaires. Si en 2012, cette menace terroriste ne concernait que le nord du Mali, elle a atteint le Burkina Faso et le Niger en 2015. Mais aujourd'hui, ces groupes armés étendent leur expansion du Sahel aux pays du Golfe de Guinée, notamment au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Togo. Pour répondre à ces menaces, le Togo se joint au Mali, au Burkina et au Niger, accompagné du Tchad, pour faire bloc face aux groupes armés. En effet, le Togo participe depuis le 20 mai à des exercices militaires conjoints d'envergure. Baptisé Tarhanakal, l'exercice se déroule au centre de formation des forces spéciales au Niger, près de la frontière malienne à Tilia. L'objectif de ces entraînements vise à renforcer les capacités opérationnelles, surtout des forces armées de l'Alliance des États du Sahel AES et aussi du Tchad et du Togo. L'exercice comprend des manœuvres tactiques conjointes, des simulations d'opérations spéciales et aussi des actions de coopération civilo-militaire visant à renforcer les liens entre les militaires et les populations locales. La fin des exercices est prévue sur le 3 juin 2024. Première cause d'hospitalisation et de décès au Togo, le paludisme est une maladie endémique dont la transmission dure presque toute l'année sur l'ensemble du territoire national et qui touche particulièrement les enfants. En 2022, près de 2,5 millions de cas de paludisme ont été enregistrés, dont plus d'un tiers concernaient des enfants. Conscient de cette situation alarmante et dans le cadre de ses efforts pour lutter contre cette maladie endémique, le ministère de la Santé a lancé ce jeudi une campagne de chimioprévention saisonnière CPS du paludisme. Cette initiative vise spécifiquement les enfants âgés de 3 mois à près de 5 ans. Le programme CPS consiste à administrer des comprimés antipaludiques sur une période de 3 jours chaque mois et ce pendant 4 mois consécutifs. Les régions ciblées pour cette intervention sont les savanes, la Kara, la centrale et les plateaux. L'objectif est de protéger les enfants des formes graves de la maladie et de réduire le taux de mortalité infantile pendant la saison des pluies, période de forte activité des moustiques, vecteurs du paludisme. En parallèle à cette campagne, le gouvernement a renforcé les mesures de lutte contre le paludisme en rendant gratuits les tests rapides de dépistage et les médicaments antipaludiques dans les centres de santé. Cette mesure vise à faciliter l'accès au traitement pour l'ensemble de la population. Selon le rapport 2019 sur le paludisme dans le monde, l'incidence du paludisme au Togo a diminué de plus de 25% entre 2015 et 2018, tandis que la mortalité a baissé de 8% sur la même période. Néanmoins, pour éradiquer définitivement le paludisme, la contribution de la population est essentielle. Il est crucial que les habitants dorment sous des moustiquaires imprégnés et assainissent leur environnement afin de réduire les habitats des moustiques. Malgré nos efforts pour réduire les inégalités dans le monde, le marché du travail reste inégal. C'est en substance la conclusion du récent rapport du Bureau international du travail, BIT. Cette inégalité est plus ressentie chez les femmes, selon les précisions du rapport rendu public ce 29 mai.
Même si l'inégalité d'accès aux opportunités d'emploi reste un problème dans le monde entier, les nouvelles prospections de l'Organisation internationale du travail montrent une amélioration du chômage mondial au cours de cette année 2024. En effet, le taux de chômage mondial en 2024 s'établira à 4,9% contre 5,0% en 2023. Selon les prévisions du BIT pour l'année 2024, le taux de chômage a été projeté à 5,2%. Mais bien évidemment, cette tendance baissière n'enlève rien au manque persistant d'opportunités d'emploi. Ainsi, près de 402 millions de personnes manqueront d'emploi. Ce chiffre inclut aussi les 183 millions de personnes comptabilisées comme chômeurs. Les femmes sont touchées de manière disproportionnée par le manque d'opportunités d'emploi, surtout dans les pays à faible revenu. Ce taux est de l'ordre de 22,8% contre 15,3% pour les hommes. Selon Gilbert Fosu-Humbo, directeur général de l'Organisation internationale du travail, je cite, « Pour parvenir à une reprise durable dont les bénéfices sont partagés par tous, nous devons travailler à des politiques inclusives qui prennent en compte les besoins de tous les travailleurs. Nous devons placer l'inclusion et la justice sociale au cœur de nos politiques et de nos institutions. Sans cela, nous n'atteindrons pas notre objectif de garantir un développement fort et inclusif. » Comme à chaque événement politique, les Congolais se sont retrouvés près des kiosques à journaux pour s'informer. Et ce mercredi matin, la nouvelle est d'importance. Ils ont enfin un gouvernement, 5 mois après la présidentielle et 2 mois après la nomination de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka. Encore une équipe nombreuse, il y a 54 membres. Parmi les entrants, on remarque une nouvelle ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, et un nouveau ministre à l'Intérieur, Jacquemain Chabani, présenté comme un proche du président. Poids lourd du gouvernement, Jean-Pierre Bemba passe de la défense au transport. Dans l'opposition, les critiques ne se sont pas fait attendre. On parle de déception après une si longue attente, alors que le pays a des besoins urgents. Il n'y a rien de nouveau, on a juste débauché. Vous avez vu qu'un candidat qui se présentait hier encore, la semaine dernière, de l'opposition, se retrouve ministre d'État à la Justice. Quel est le message qu'on envoie à la population? C'est un message pour confirmer une légèreté énorme dans la gestion de la chose publique. Il reste aux militants et responsables de la majorité présidentielle à défendre cette nouvelle formation. De l'aveu même de la présidence, il y a eu beaucoup de discussions. Apportons notre soutien à ces dignes fils du territoire. Je pense qu'ils seront surpris par les résultats et surtout que tous, nous allons les accompagner parce qu'ils ont l'obligation de réussir. De fait, ce gouvernement va représenter le 2e mandat de Félix Tshisekedi, réélu en décembre dernier, et tenter de matérialiser les promesses faites. Il comprend un nombre record de femmes, 18 en tout, en incluant la première ministre. Après une journée de vote pour les législatives en Afrique du Sud, l'heure est au dépouillement dans certaines régions du pays. Les premiers décomptes donnent à l'ANC un peu plus de 42% des voix, avec seulement plus de 16% des votes dépouillés. En attendant les résultats définitifs, certains Sud-Africains manifestent leurs attentes. Notre système politique tel qu'il est n'est pas bon car il ne sert pas son peuple, mais il sert ceux qui sont déjà au pouvoir et c'est mon point de vue. J'attends donc un nouveau parti au pouvoir, je ne vais pas préciser lequel, mais peut-être l'Economic Freedom Fighters, car depuis qu'il existe, il n'a jamais eu l'occasion de gouverner. Nous ne savons donc pas à quoi nous attendre, mais je pense qu'il est bon pour nous d'accepter le changement. Si l'ANC se voit refuser la majorité, ce scrutin marquera un tournant historique en Afrique du Sud depuis l'avènement de la démocratie et la fin de l'apartheid.
Ce que j'attends des élections, c'est que l'ANC conserve le pouvoir national et je pense que l'Alliance démocratique va conserver le pouvoir provincial au Cap occidental. Des attentes? Que peut-on dire de la politique sud-africaine? C'est toujours la même chose. Je ne pense pas que beaucoup de choses vont s'améliorer ou changer. Je pense simplement que les politiciens sont tous là pour eux-mêmes. Je ne trouve pas que les choses changent beaucoup. Les premiers résultats déclarés proviennent de moins de 4000 des plus de 23 000 bureaux de vote répartis dans tout le pays. Les résultats définitifs du scrutin seront connus d'ici dimanche selon la commission électorale indépendante. La tech africaine de nouveau réunie à Marrakech. Pour la deuxième édition du salon GITEX Africa, 1500 entreprises et start-up issues de 130 pays. Intelligence artificielle, lunettes de réalité augmentée, toutes sont venues présenter leur dernière innovation. Comme ce drone de pulvérisation qui permet une gestion optimale de l'eau et des produits chimiques. Face à des défis climatiques comme la sécheresse et grâce aux avancées technologiques, notre drone de pulvérisation offre une solution efficace et optimale permettant une gestion précise de l'eau et des produits chimiques. Grâce à GITEX, on a eu beaucoup de visiteurs qui veulent vraiment savoir plus d'informations sur ce drone. La plupart des exposants sont des entreprises africaines. Le salon est devenu un incontournable pour pénétrer le marché du continent. Le marché africain est en pleine évolution. La preuve est que les jeunes ont pris conscience de cela. Voilà pourquoi nous jeunes, on se donne du mal à ce que les solutions que nous développons puissent être vraiment des solutions que les Africains vont utiliser. Parce que nous avons remarqué que les Africains sont plutôt des consommateurs à la place d'être des développeurs ou des porteurs d'idées. Le salon offre une plateforme aux jeunes entrepreneurs africains pour se connecter avec des investisseurs. Des programmes d'incubation vont mettre en lumière les jeunes talents de la tech africaine. Les survivants du glissement de terrain meurtrier en Papouasie-Nouvelle-Guinée lancent un appel à l'aide. Quelques jours après la coulée qui a enseveli une localité de la province d'Anga, l'ONG World Vision rapporte que les habitants manquent encore d'aide humanitaire. Il y a peu de nourriture et d'eau. Nous avons faim et nous demandons votre aide. Nous ne dormons même pas la nuit. Nous avons peur que d'autres parties de la montagne s'effondrent et nous tuent. Des vivres et des médicaments ont commencé à arriver mercredi, mais l'aide parvient lentement sur le site du glissement de terrain et les déplacés continuent à pleurer et appeler à l'aide. L'UNICEF a indiqué avoir commencé à distribuer des kits d'hygiène comprenant des seaux, des bidons et du savon. Nous, les survivants, avons besoin de l'essentiel pour continuer à vivre. Les jardins et les maisons ont tous été détruits. Nous avons donc besoin de nourriture pour manger et de maisons pour dormir. Même nos terrains pour construire des maisons ont été détruits et nous avons besoin d'aide de toute urgence. Et si l'aide ne vient pas ou tarde à venir, nos vies sont en danger. 670 villageois sont morts dans cette catastrophe selon les Nations Unies. Le président de la Chine sollicite une conférence internationale pour la paix à Gaza. Lors d'un forum sino-arabe à Pékin, Xi Jinping a réitéré jeudi son appel à la création d'un État palestinien indépendant. La guerre ne doit pas se poursuivre indéfiniment. La justice ne doit pas être absente pour toujours. L'engagement en faveur de la solution à deux États ne doit pas être mis de côté à volonté. La Chine envisage d'accentuer sa coopération avec les pays du monde arabe dans des domaines tels que le commerce, l'énergie et la sécurité. Avec déjà un soutien diplomatique important au projet palestinien à l'ONU,
dans la crise avec Israël. Dans ce monde interdépendant, nous poursuivrons la synergie des stratégies de développement avec la partie arabe. Nous renforcerons la coopération dans des domaines clés tels que le pétrole, le gaz, le commerce et les infrastructures. Intensifierons la promotion de nouveaux domaines de croissance tels que l'intelligence artificielle, l'investissement, le financement et les nouvelles énergies. Et nous nous engagerons ensemble sur une voie innovante et verte vers la prospérité. Pékin a promis 69 millions de dollars d'aide humanitaire à Gaza, où un raid israélien a fait au moins 45 morts le week-end dernier.